Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 avril 2021. Nous sommes au lendemain d'une séance en ordre dispersé à Wall Street. On a un S&P 500 qui a gagné 0,15%, le Dow Jones a progressé, a grappillé 0,05%, le Nasdaq a terminé en baisse de 0,07% et le Russell 2000 a perdu 1,60%. Alors, d'une manière générale, les actions aux États-Unis ont légèrement augmenté. Nous avons d'ailleurs un S&P 500, des contrats futurs sur le S&P 500 à des niveaux records. On peut le voir ici. Alors, nous allons parler de l'événement de la veille, du contexte de marché aujourd'hui. Nous allons également aborder les figures chartistes avec le GBP-USD. On va voir une erreur de ma part, non pas dans la reconnaissance de la figure chartiste, mais dans un détail qui change absolument tout, qui a changé l'objectif théorique. Nous allons aborder cela et nous allons, comme d'habitude, parler Ishimoku et projection de Soda pour tout au long de ces analyses. Alors, tout d'abord, le contexte de marché. Alors, nous avons pris connaissance hier des détails de la dernière réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine. Il n'y a pas eu de surprise pour les marchés. On n'a eu aucun élément qui puisse être considéré comme hawkish. Donc, une Réserve fédérale américaine qui reste dovish. La Fed constate la hausse des rendements, mais ne s'en soucie pas et la qualifie de reflet de l'amélioration des perspectives économiques, du raffermissement des attentes en matière d'inflation et d'émission de titres de créances du Trésor. Alors, la Réserve fédérale américaine a ajouté que les achats d'actifs se poursuivraient au rythme que nous connaissons actuellement jusqu'à ce que de nouveaux progrès substantiels vers les objectifs d'emploi maximum et de stabilité des prix soient réalisés. Alors nous avons pu constater un léger rebond après la publication du compte-rendu des minutes du FOMC. Sur le front des données, à présent, et ce sont des données qui nous sont parvenues des États-Unis, le déficit commercial américain qui a atteint un record de 71,1 milliards de dollars en février contre 67,8 milliards en janvier. C'était légèrement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un écart de 70,5 milliards de dollars. On notera, et ça a son importance, que la pénurie des semi-conducteurs a pesé sur les exportations américaines qui ont diminué de 5 milliards de dollars. On en a parlé des semi-conducteurs lors d'une vidéo qui était dédiée au marché actions. Et donc cette pénurie de semi-conducteurs qui touche le secteur de l'automobile, qui touche énormément de secteurs, ça touche l'iPhone 12, la PlayStation 5 par exemple, mais également les cartes graphiques et j'en passe. Donc une pénurie de semi-conducteurs, des semi-conducteurs qui sont devenus, si je puis dire, stratégiques. Nous l'avions abordé, il me semble, lors d'une vidéo sur Intel, très récemment, vidéo sur le marché actions. On notera également une déclaration, celle du PDG de JP Morgan. Donc selon lui, le boom économique pourrait facilement se poursuivre jusqu'en 2023, mais a également mis en garde contre la possibilité qu'une augmentation de l'inflation ne soit pas seulement temporaire. Et c'est sur ce fait qu'insiste Jérôme Powell, cet effet de hausse d'inflation qui, selon le chef de la Réserve fédérale américaine, ne devrait être que temporaire. Et là, c'est le PDG de JP Morgan qui dit l'inverse et qui dit qu'effectivement cette hausse, cette augmentation de l'inflation pourrait ne pas être seulement temporaire, mais ce sont des déclarations qui n'ont pas inquiété les marchés. Alors concernant les autres nouvelles, nous avons parlé de cette proposition, de cette hausse du taux d'imposition des sociétés. Alors à noter que Joe Biden s'est dit prêt à négocier, à entendre des propositions pour un taux justement d'imposition des sociétés inférieur à 28%. Alors en Europe, sur le vieux continent, l'EMA a confirmé le lien probable, lien possible entre le vaccin d'AstraZeneca et les problèmes qui ont été engendrés concernant la coagulation chez les adultes ayant été vaccinés par ce vaccin. Et l'EMA a déclaré avoir pris en compte toutes les preuves disponibles. On notera également au Royaume-Uni, le Joint Committee on Vaccination and Immunization a recommandé de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca chez les personnes de moins de 30 ans. Alors, le problème, effectivement, c'est que cela pousse à une certaine méfiance de la part des populations. On a pu le voir en France, ce vaccin est d'ailleurs boudé chez nous, ce que l'on peut comprendre, effectivement, lorsqu'on a le choix entre Moderna
Pfizer ou AstraZeneca. Moi, je trouve ça tout à fait normal hein, de laisser de côté AstraZeneca, même si on nous parle de bénéfices-risques, c'est tout à fait compréhensible. Si on n'avait pas le choix, à la rigueur, mais étant donné que nous avons le choix, je trouve ça tout à fait le normal. On voit dans les médias que on fait mine de ne pas comprendre ce comportement qui est tout à fait normal. Voilà pour la vaccination en Europe, pour AstraZeneca principalement. Alors, concernant le calendrier économique du jour, après les minutes de la Fed hier, on prendra connaissance, on suivra avec attention aujourd'hui les minutes de la BCE, procès verbal de la BCE pour le mois de mars à 13h30. On aura également le chiffre des demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30, mais on aura également une intervention de Jérôme Powell à 17h lors d'un séminaire en visioconférence. Voilà, à 18h, pardon, excusez-moi. Donc voilà pour le calendrier économique du jour. Alors, le marché action, on marque une pause hein, en Europe, on le voit sur le DAX. On va commencer d'abord par le Nikkei hein, qui est retourné sur support avant de rebondir. Voilà le Nikkei qui, souvenez-vous de cette configuration, de cette projection de soda qu'on avait surpassé, on se replie, on revient au niveau de notre point B. Car ici, nous avons le point A, le point B, le point C qui a été marqué d'ailleurs à noter sur la SSB du nuage. On est revenu à 29 530 points pour le Nikkei, c'est notre point B, on tente de se redresser, on est au niveau de la Tenkan à l'heure actuelle, on notera un nuage relativement épais, peut-être une poursuite de la hausse, il faudra attendre de réussir à se hisser au-dessus des 29 940, de dessiner quelque chose et peut-être aller chercher les récents sommets. On passe sur le DAX qui marque une pause, qui s'installe visiblement sur son support à 15 160 points, c'était une projection d'Osoda ici, on marque une pause, on ne parvient pas à aller chercher ce record historique qui correspond au retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Hein. Alors je vais dézoomer pour ceux qui n'avaient pas suivi concernant ce retracement. Ça retrace toute la baisse du Covid. Hein. Ici on le voit sur ce trait bleu, c'est la baisse liée au Covid. Et donc les retracements externes de Fibonacci nous donnent un objectif à 127,2% qui représente plus ou moins aux 15 400 points ici pour le DAX. Mais le DAX s'installe, le DAX prend son temps, hein, il n'y a pas d'éléments pour le moment qui ont permis une telle hausse. Quoique on est vraiment aux portes hein, de ce niveau, à noter qu'on est à 15 243. Alors en intraday, ici, ce qui va être intéressant d'un point de vue, si je puis dire, formation, hein, car nous suivons une sorte de formation en continu. On essaye d'apprendre sur les marchés à appliquer tous ces outils-là que nous utilisons au quotidien. Je vais d'ailleurs essayer peut-être prochainement d'ajouter le MACD. J'utilise de temps en temps le RSI également, mais il serait intéressant de voir d'autres outils également. Je pense que cela ne pourrait qu'enrichir vos connaissances et donc garnir votre boîte à outils, car l'analyse technique est une boîte à outils, il faut en sortir l'outil adéquat au moment opportun. Ici, nous avions une projection d'Osoda, nous l'avions tracée, elle nous donnait un objectif à 15 500 points environ. Que s'est-il passé? Nous sommes allés sous le point C. Je vous rappelle que le point A est ici, B et C. Que faut-il faire à présent? Il faut donc abaisser mon point C. Et donc le signal, je le répète, sera donné en cas de franchissement du point B. Alors, quels sont ces points A, B et C hein? Très rapidement, les projections de Soda, on raisonne en termes de vagues. Toutes les théories qui sont sur des vagues, hein, ce sont soit des vagues A, B, C, D, soit des vagues 1, 2, 3, 4. Avec Osoda, c'est A, B, C et D. Le point C, c'est le creux intermédiaire avant d'aller chercher la projection. Et notre projection correspond à un point D. C'est notre objectif, c'est notre but. Hein, et un franchissement des 15 340 serait un signal en faveur d'une hausse en direction des 15 511 points à présent. Vous voyez, hein, la projection D a quelque peu bougé, étant donné que ce ne sont que des soustractions, hein, ces projections d'Osoda. On pourrait le faire à la main, mais nous avons cet outil qui nous le fait automatiquement. Et donc, en sélectionnant les points, 15 505, hein, très exactement. Bon, je vous l'accorde, ça ne change pas grand-chose, mais c'était un bon exemple tout de même pour voir effectivement que le signal n'est donné que lors du franchissement de B et comment ajuster
ces projections d'Osoda. On passe sur le Nasdaq et ça devient de plus en plus intéressant sur le Nasdaq depuis notamment le signal d'achat en données journalières. Quel signal d'achat? De quoi je parle? Je parle de cette sortie de nuage par le haut qui avait été validée ici par une Chikou-Span qui a le champ libre et on repart à la hausse. La voie est ouverte à présent pour aller chercher les précédents records historiques. Hein, donc ce sont bien des records historiques, hein, voyez-le. Nous sommes, nous sommes sur des sommets, sur des records qui n'ont jamais été atteints, mais il faudra franchir ce précédent record pour aller en marquer de nouveau. 13 700 points à l'heure actuelle. Très beau signal d'achat. Un signal encore plus précis nous avait été fourni en intraday, en H4. Nous raisonnons sur ce graphique en H4. Nous utilisons Ishimoku. Nous avons utilisé également cette moyenne mobile simple à 200 périodes. Hein. Vous pouvez le voir ici. En bas à gauche, vous avez les indicateurs qui sont sur le graphique. Hein. Ça vous permet, si je ne le précise pas, de le vérifier par vous-même. SMA, moyenne mobile simple, 200 à 200 périodes. Elle fonctionne très bien, cette moyenne mobile simple. Elle a fait office de support, elle a fait office de résistance par le passé. Vous voyez, excellent support qui accompagne la hausse. Sa cassure, son franchissement à la baisse était un signal de vente. Ça a contenu la hausse à maintes reprises et la cassure à la hausse a été un signal d'achat. On a escaladé les différents niveaux vers les précédents sommets. Vous voyez ici, le premier, le second, le troisième, le quatrième, et nous sommes à un cinquième. C'est un sommet que l'on retrouve ici, mais en plus de cela, c'est pour ça que je l'ai mis en très plein, c'est un seuil psychologique. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai mis en pointillé les précédents sommets, et les seuils psychologiques, je les ai mis en très plein. Donc, pullback sur ce seuil psychologique des 13 700 points, probablement, et si on redémarre à la hausse, la prochaine cible, c'est à l'ouverture de ce gap que l'on retrouve ici, à 13 810 points, et ensuite, c'est le sommet, le record historique, le plus haut pour le Nasdaq, et un Nasdaq qui pourrait même poursuivre à la hausse. Donc ici, vous le voyez, pourquoi je n'ai pas utilisé les projections d'Osoda? Parce que j'avais énormément de niveaux. Il y a eu une période où on a marqué une pause ici, sur le S&P 500. J'ai déjà énormément de niveaux, donc je n'ai pas besoin de sortir de ma boîte à outils les projections d'Osoda. Je peux le faire, effectivement, mais je n'ai pas eu à le faire parce que j'avais déjà énormément de niveaux. Le but des projections d'Osoda, c'est de nous donner des cibles, des targets, des take profit. Parlons trading. Ici, j'aurais pu le faire. J'avais une projection E, ça me donne un objectif ici, et à présent, je peux continuer, accompagner cette hausse avec une nouvelle projection qui serait une projection, il me semble, V. Et on en est proche. Alors, est-ce que c'est V? Je le vérifie très rapidement. 240 points, donc si c'est 120, c'est N. Ah, c'est plus ou moins. C'est supérieur à N, donc c'est E. C'est E, autant pour moi. Alors à vue d'œil, j'ai cru voir un V. Et donc ce sont les records historiques. C'est la prochaine cible de cette projection d'Osoda. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, on avait déjà cet objectif. Nous les avions tous car on avait énormément de niveaux qui ont très bien fonctionné, qui ont été testés à maintes reprises. Donc voilà pourquoi je n'ai pas utilisé les projections d'Osoda. On avait même une projection beaucoup plus large ici, projection de ce que j'appelle de long terme, si je puis dire, en prenant en considération ces points-là. Et ici, il me semble que c'est un V, non, plus un E. Alors je vais le vérifier, excusez-moi, je prends le temps de le faire hein, pour les débutants. Donc 1073, donc ici je devrais... Ouais, alors c'est un E. Je pense qu'on va avoir un objectif ici sur des records, hein, pour le coup. Je le mets en gras pour que ce soit beaucoup plus visible. Voilà, on a un record. Écoutez, nous allons le garder. Essayons de voir si le Nasdaq va atteindre ce niveau. Donc voilà pour les projections d'Osoda qui n'étaient pas nécessaires, hein, j'insiste là-dessus. On peut toujours les utiliser. Ça peut être très utile en scalping de le faire en H4. Cela nous donne énormément de niveaux pour le scalping. Donc voilà pour le Nasdaq en données H4, un Nasdaq en pullback sur les 13 700 points. Si ça tient, si on repart à la hausse, direction 13 800, 13 810. Si ça casse, hein, rebelote, on repart
en direction des 13 530 points. Mais on est bien orienté hein, à Wall Street. On le voit ici, les données H1 ne nous procurent pas grand-chose, hein. On n'a pas d'informations complémentaires. On a un beau nuage qui a stoppé les baisses ici avant de propulser les cours à la hausse. Un petit signal d'achat en données H1, franchissement de Kijun, Chikuspan qui valide. C'est notre filtre, je vous le rappelle. S&P 500, les futurs sont sur des records. On s'éloigne à nouveau des 4000 points. On a marqué un record aux portes des 4100. Non loin des 4100, aux alentours des 4095 points. Futur S&P 500 sur des records, on le voit en données journalières, en données intraday. Alors, pas d'objectif précis hein, pour le moment. Visiblement, les 4100 sont la prochaine cible hein, pour le S&P 500. Alors, on pourra aller tester éventuellement la Tenkan pour essayer de repartir de plus belle. Alors, les données H4 que j'ai zappées. Alors, pas grand-chose également en données H4. Hein. On avait déjà ce retracement externe de Fibonacci qui a été atteint, les 4068. Hein, c'est fait. C'était la résistance. On est au-dessus. Le prochain retracement est à 261,8, soit les 4200 points. Donc, pour le moment, pas d'objectif précis. On peut se baser simplement sur les chiffres ronds. Hein, donc, 4100, 4200. On attend d'avoir on a éventuellement une vague, mais qui n'ira pas trop loin vu le petit repli. On peut s'intéresser ici aussi aux projections de Soda. Voilà, on y est, on l'a atteint. Donc, statu quo, S&P 500, qui marque un nouveau record, 4092. C'était la projection de Soda. Et notez que je les ai mis l'un après l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin d'une projection, je commence le tracé de ma seconde. On termine cette projection ici, tracé de ma seconde projection ici. Voilà, le mouvement a été accompagné. Et ici, c'est l'une des méthodes que je préfère parce qu'on a vraiment une réelle précision. Retracement externe de Fibonacci. Pourquoi externe? Car nous sommes sur des records, c'est très difficile d'avoir des objectifs. Et j'affine avec les projections de Soda pour accompagner le mouvement. Très bel exemple ici sur le S&P 500. Le Dow Jones. Alors pareil, hein, le Dow Jones, Wall Street est clairement sur des records. Hein. On le voit, on a franchi les 127,2%. On a tout de même un objectif, une belle projection de Soda ici aux alentours des 34 140 points en données H4 à présent. On a peut-être un peu plus de niveau. On est sous l'objectif hein, de ce retracement externe de Fibonacci. Donc c'est un objectif, si on le franchit, on a un autre retracement à 161,8%, les 33 830 points. Donc ici, vous le voyez, sur les indices, on a utilisé quelques outils, on a un peu surchargé nos graphiques, mais c'est assez précis. Ishimoku, pour nous donner des signaux d'achat ou de vente, on regarde où sont les cours par rapport au nuage. Est-ce qu'on franchit un nuage? Est-ce qu'on franchit une Kijun? On utilise également les retracements externes de Fibonacci ou les retracements classiques de Fibonacci, les projections d'Osoda pour avoir des objectifs intermédiaires. C'est aussi simple que cela. Pas besoin de suivre 3 mois de formation sur 46 heures. Il suffit de savoir où les placer et le tour est joué. Le Dow Jones en données H1, pas plus d'informations. Attention tout de même à ce twist de nuage. Hein. Donc, un nuage qui se raffermit par la suite, mais pour le moment, on est légèrement au-dessus. Le Russell 2000, repli, on passe sous la Kijun. Et ici, je suis en train de voir, justement, nous avons peut-être annulé. Alors là, c'est vraiment mitigé. C'est vraiment mitigé. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, lorsque l'on passe sous le point B, on annule la projection. Alors ici, il n'y a que 2 mèches qui sont passées sous le point B. Alors, est-ce qu'on va suivre le raisonnement? Nous sommes en intraday, donc on peut estimer effectivement que cette mèche n'est pas, on ne va pas la prendre en considération. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, étant donné l'épaisseur du nuage. En plus de cela, ça laisse présager une éventuelle hausse pour le Russell 2000 avec un nouveau franchissement de la Kijun, une nouvelle attaque des 2300 points. 2300 points, c'est le niveau qui a été rejeté. Hein. On est reparti à la baisse. Donc peut-être une prochaine attaque à ce niveau-là pour partir aller chercher justement les 2356 points. Donc moi, personnellement, donnez-moi votre avis, mais je ne prendrai pas en considération ces 2 mèches inférieures
qui viennent attaquer le niveau du point B de notre vague, hein. Je vous rappelle, hein, il y a A, B, C, D. Et lorsque l'on passe sous B, cela est censé annuler la projection de ce on doit en attendre une nouvelle. Et donc là, voilà, on était sur B, il y a une mèche inférieure. Moi, je ne la prendrai pas en considération personnellement. Écoutez, nous allons le découvrir ensemble, hein. Seul le marché pourra nous donner une réponse. Alors, le Bitcoin, c'était un très bel exemple Ishimoku. Ici, vous voyez le RSI qui s'aplatit au niveau des 70. Hein, nous l'avions dit, une cassure des 70 serait un signal de vente. Alors, très intéressant. Souvenez-vous l'hypothèse que nous avions abordée hier. Et ça, c'est vraiment une autre manière d'utiliser Ishimoku. C'est de l'anticipation avec Ishimoku, plutôt. Nous avions dit hier, lors du Good Morning Market, il peut y avoir une hausse. On peut casser, et j'avais plutôt un biais aussi, hein, les 58 300 $. Et dans ce cas-là, on repart en direction de précédents sommets, hein, les 59 600, peut-être même plus. Cependant, ce qui nous avait alerté, c'est ce trou d'air, cet espace dont bénéficiait la lagging span entre la Kijun et le nuage. On s'est dit, par contre, on pourrait se replier en direction du bas de nuage, étant donné que la Chikou span a une certaine marge de manœuvre. C'est très précisément ce qui s'est passé. Et c'était extrêmement précis, que ce soit dans le présent, c'est-à-dire du côté des cours qui viennent tester ici le bas de nuage avec une précision étonnante, hein, voyez-le ici, ce test. Et ce test ici, à ce niveau-là, 26 périodes dans le passé pour voir sur ma Chikou-span, ça a correspondu à une Chikou-span qui teste le nuage très précisément. Au bas de cette mèche inférieure, ma Chikou-span était en train de tester le nuage. Donc elle a profité de ce trou d'air pour s'écrouler, pour se laisser aller, avant de rebondir sur le nuage et repartir à l'attaque de cette bougie rouge. Et cette attaque de bougie rouge se matérialise par la difficulté que nous avons actuellement à franchir la Tenkan. Donc, très bel exemple. Cela vous permet, et ce ne sont pas des choses, parce qu'effectivement, on m'a demandé de parler de bouquins Ishimoku. Alors, je l'ai toujours, effectivement, je l'ai toujours conseillé, le livre de Karen Pelwad sur Ishimoku. Il y a 2 éditions, la seconde est beaucoup plus complète, hein. Le livre est de couleur mauve, hein, sa couverture. Et je vous le conseille, effectivement, car il y a des analyses en triptyque sur 3 unités de temps. Donc, si vous voulez compléter vos connaissances Ishimoku, je pense que c'est le mieux. Alors, il y a un autre livre, j'ai oublié le nom, je pense que je vous en reparlerai demain. Il y a des livres en anglais. Pour la plupart, ils sont très bons également. Mais honnêtement, si vous avez lu celui de Karen Pelwal, ça ne sert à rien de vous... ça résume absolument l'avantage de ce livre-là, Trader avec Ishimoku de Karen Pelwal, c'est que vous avez la théorie et l'esprit Ishimoku qui vous sont énoncés sur 3 unités de temps. Continuer à vous bourrer de théorie n'apporterait rien selon moi. Je pense qu'à un moment, il faut passer à la pratique et vous entraîner pour aiguiser vos connaissances sur cet indicateur. Il faut essayer d'être pragmatique, d'aller voir le réel, d'aller voir le concret sur cet indicateur. Donc, pour ceux qui l'ont déjà lu, honnêtement, je vous conseillerais plus de pratiquer, d'observer les graphiques. Faites-le en démo, voire en réel, pour avoir de réels enjeux, pour avoir une réelle confiance en Ishimoku. Mais continuer dans la théorie, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose lorsque vous avez déjà les points principaux, les différents éléments. C'est largement suffisant. Surtout que d'un auteur à l'autre, il y aura donc des divergences parce que, comme je vous l'ai dit, les Japonais ne transmettent pas de manière scolaire. C'est une façon de penser, c'est une philosophie qui est transmise. Et donc, comme toute philosophie, c'est ouvert à interprétation. Donc, ça ne ferait que vous embrouiller l'esprit, que de multiplier les ouvrages Ishimoku. Vous pouvez même vous contenter de vidéos de formation sans même aller lire, mais je pense que la littérature est la meilleure façon d'apprendre lorsque l'on débute, parce que ça nous permet d'ancrer certains concepts. Une vidéo, vous avez la chance de vous rappeler que si vous êtes chanceux, vous n'allez retenir que 10% de cette vidéo, alors qu'un bouquin, de par la répétition des théories, ça va vraiment s'imprégner dans votre esprit. Donc,
même si vous pouvez vous contenter de vidéos et après passer directement à la pratique. Donc voilà pour répondre à cette question. Après, j'essaierai peut-être d'aborder avec vous en fin de semaine plusieurs ouvrages, que ce soit pour l'analyse technique d'une manière générale ou pour Ishimoku. Si vous souhaitez quand même multiplier vos lectures, hein, c'est honorable, hein. Plus vous lisez, plus vous aurez des connaissances, mais peut-être moins vous pratiquerez par la suite. Donc, c'est un équilibre à avoir. Et ici, par exemple, c'est une expérience de voir ici ce comportement de la Chikuspan lorsque nous avions posé les hypothèses la veille. Ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans un livre, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans une vidéo, mais c'est quelque chose que vous comprendrez avec l'expérience. Ce raisonnement présent, futur, ces hypothèses selon l'espace dont dispose la Chikuspan, vous ne le retrouverez pas. Donc voilà pour répondre à cette demande qui m'a été faite, mais j'irai bien entendu dans le sens de cette demande et je vous fournirai d'autres titres concernant Ishimoku, un en anglais, un autre en français. Vous savez, sinon concernant les vidéos de formation, vous savez énormément de personnes qui en proposent. Malheureusement, les personnes sérieuses qui connaissent vraiment cet indicateur en France, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc attention quand même, hein, il y a beaucoup de copier-coller, beaucoup de formateurs ne comprennent absolument rien à cet indicateur. Comme je vous l'ai dit, il doit y en avoir au grand maximum 3 ou 4 dans la francophonie, hein, même pas qu'en France. Donc voilà pour le Bitcoin. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors le gold, c'est super intéressant ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous le voyez, 1746 $, vous vous doutez où nous sommes. Ça, c'est le graphique en données mensuelles. On voit très rapidement hebdomadaire, on tente d'attaquer le haut, le bas du nuage, pardon, la SSB. Et en journalier, vous l'aurez compris, nous sommes sur la ligne de coup à l'heure actuelle. Donc reprise du métal jaune. On va faire le point. Pourquoi le gold repart à la hausse? Tout simplement parce que le billet vert, le dollar américain perd du terrain, les rendements du trésor sont en repli également et cela favorise les métaux précieux dont l'or et l'argent. L'or vient attaquer sa ligne de coup en cas de franchissement. L'objectif théorique est aux alentours des 1817 $. Cela donc permettrait une intégration du nuage pour aller chercher cette SSB. Alors peut-être que l'on va stationner dans le nuage et choisir de sortir un peu plus tard, lors de la dernière semaine du mois d'avril. Ce serait beaucoup plus simple. Et donc là, la résistance serait à 1777 $. C'est ce palier d'SSB et ce serait beaucoup plus aisé d'aller chercher l'objectif théorique. Ce n'est qu'une hypothèse technique. Alors c'est vraiment l'avantage d'Ishimoku, étant donné qu'on a un nuage dans le futur, ça nous permet donc d'aller, si je puis dire, imaginer ce qui pourrait se produire, d'avoir plus de précision dans les scénarios. Parce que Ishimoku, c'est si je puis dire, trois univers, trois dimensions. La dimension présente, tout d'abord, que l'on analyse en premier, la bougie du jour, la dimension passée avec notre Chikuspan et la dimension future avec notre nuage. C'est vraiment la beauté de cet indicateur. Donc voilà. Je sais que certains de nos auditeurs ne l'utilisent pas, mais sont tout de même satisfaits des informations que cela apporte. Alors ici, il y avait eu un signal d'achat, on va vers la résistance, vers la ligne de coup, un niveau qui avait été rejeté par le marché précédemment. Donc prudence, tant qu'il n'y a pas eu cassure de la ligne de coup, il n'y a pas de signal. Le silver rencontrera également une résistance à l'image de la ligne de coup qui sera rencontrée sur le gold et c'est le niveau des 25,50 $. Le pétrole, toujours en range. Je passe directement en H4, on en a pas mal parlé. Toujours en range. Ici, je vais venir en journalier. Et vous la voyez, cette figure en épaule, tête-épaule. Mais il y a le nuage qui tient bon. Le nuage tient extrêmement bon. Ici, on est sur le MACD, la ligne de 0. Si on venait à casser cette ligne 0, ça viendrait confirmer l'éventuelle baisse du pétrole et donc la réalisation de cette figure en épaule, tête-épaule. Vous voyez ici le RSI qui ne parvient pas à passer au-dessus des 50. Et donc, s'il y a un réel échec, si on ne parvient pas, si on se replie ici, ça confirmera encore une fois. Donc, on complète également avec les oscillateurs ici pour le pétrole.
On passe sur le Brent en données H4. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter la vidéo d'hier. On ne va pas aller plus loin. On avait vu sur de l'hebdomadaire, on avait poussé un petit peu. On a parlé d'amplitude du précédent mouvement sur le pétrole. C'est sur la vidéo d'hier, matières premières et fondamentaux. Le copper. Alors le copper, c'est intéressant. On est peut-être à 2 doigts d'avoir un signal. On résiste. Il faut passer au-dessus de 9000 et là, on pourra avoir une belle hausse sur le métal rouge en direction de ce précédent niveau pour aller chercher par la suite. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser les projections de soda. J'ai pas mal de niveaux qui sont vraiment fiables. L'épaule droite de cette figure en épaule, tête-épaule. Et ensuite, on pourrait avoir très rapidement ce niveau-là. Nous avions eu un gap baissier. Et petit à petit, j'ai tous mes niveaux ici pour le copper. Si j'ai un signal d'achat qui se matérialise par une sortie de nuage par le haut et une Chikou-span qui se désengage. La Chikou-span, donc je vois où est-ce que j'en suis d'un point de vue passé. On est très bien orienté à l'heure actuelle. Voilà, on est parti pour en sortir, mais attention, le copper est assez volatile. Ça, ce sont les données hebdomadaires. On avait eu un pin bar, on s'est replié en direction de la Tenkan et on repart aux alentours des 9000 $. Alors, on passe à présent, non, le maïs, nous l'avons fait hier, matières premières et fondamentaux. On passe sur le marché d'échange. Et c'est là qu'on va aborder une erreur que j'ai faite concernant une figure en épaule-tête-épaule sur le GBP-USD. J'ai bien déterminé la figure, c'était bien une ETE, mais j'ai fait une petite erreur, erreur d'appréciation, qui a ses conséquences. On va en parler, ça va nous permettre d'apprendre, d'avancer ensemble. Alors, le biais vert. Alors ici, on refuse de franchir cette barrière de bougie. On repart à la baisse sur le biais vert. Ici, on le voit, on avait invalidé une précédente projection de soda. On a peut-être une nouvelle vague en cours. Ici, on n'est pas allé chercher la Kijun. Alors, on attend de se hisser au-dessus des 92 524 et on pourrait s'attendre à une hausse jusqu'au 93 200. Alors, pour le moment, le biais vert perd du terrain. On perd du terrain après avoir marqué le point B, ce qui favorise bien entendu l'euro-dollar. Alors, on attendra avant de se décider. On le voit en données journalières. L'euro-dollar est sous résistance, 1,1887. Résistance qui est renforcée par notre Kijun. On a eu une belle reprise qui est peut-être qui est due principalement à la baisse du biais vert. Ici, on avait eu une figure chartiste en épaule, tête-épaule. On est allé très rapidement rejoindre l'objectif théorique, un objectif théorique qui correspondait à une précédente projection d'Osoda. Je pense qu'on m'en a parlé en commentaire. Excusez-moi, des fois je n'ai pas le temps le jour J d'y répondre, mais j'y réponds à J+1 et je vais y répondre. Je pense que j'avais une question sur l'euro-dollar d'ailleurs. J'y répondrai juste après cette vidéo. Alors voilà, on passe au GBP-USD si vous me le permettez directement. Ici, je vous avais parlé d'une figure en épaule tête-épaule sur le GBP-USD. C'était bien une ETE, effectivement. Mais, et c'est la réelle difficulté, je me suis trompé au niveau de la ligne de coup. Et ça a son importance. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, nous étions en train de casser hier, justement, cette ligne de coup. On était à ce niveau environ. Donc, selon le chartisme, selon l'analyse l'analyse technique classique, c'est un signal de vente. Et l'objectif serait à 1,3690. Mais effectivement, il y avait un signal de vente. Mais l'erreur était sur ma ligne de coup. Ma ligne de coup n'était pas à ce niveau-là. Je vais en tracer une nouvelle en rouge. D'où l'importance de ces lignes de coup. Ça peut changer absolument tout. Voilà ma ligne de coup. Et pourquoi je m'en veux à ce niveau-là? Parce qu'effectivement, j'aurais dû le voir. Pourquoi j'aurais dû le voir? Nous allons en parler ensemble. Je n'ai peut-être pas pris suffisamment de temps pour analyser ce graphique. J'ai eu un excès de confiance à ce niveau-là et je l'ai payé cher. Pourquoi j'aurais dû m'en rendre compte? Vous voyez toutes ces mèches inférieures ici. Donc cela nous indique qu'il y a un important support à ce niveau-là. Et ce support, c'était ma ligne de coup. Et donc ma ligne de coup était à ce niveau-là et non à celui-ci. Et ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que ça change mon objectif théorique et ça explique la reprise haussière. La reprise haussière, ici, je vous en parlais hier, avec la mauvaise ligne de coup, il y a eu une reprise haussière. C'était simplement un pullback vers la ligne de coup.
Et ça change également mon objectif théorique, car souvenez-vous, en chartisme, sur les figures chartistes, on reporte sur les ETE, on reporte la hauteur de la tête avec la ligne de cou sur la cassure de cette dernière. Et ça me donnait effectivement l'objectif théorique et le bon. Et le bon qui était 1,37,37. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait cette erreur, ça nous permet de le voir ensemble. C'est pour ça qu'il vaut mieux, il faut prendre le temps, ne pas se précipiter, essayer de voir la ligne de cou. Ce qui m'a induit en erreur, c'est qu'ici il y avait 2 épaules gauches, une large et une petite. Donc dans mon esprit, c'était un peu plus logique, même si celle-ci ne peut pas être considérée comme une épaule, car on n'est pas allé jusqu'à la ligne de cou et ça a son importance. Donc voilà pour cette erreur, voilà pour cette épaule, tête-épaule. C'était réellement une ETE, mais le placement de ma ligne de cou change absolument tout ici. Et là voilà, la seconde épaule n'était pas ici. Donc voilà, un objectif théorique qui était valable. On tente de repartir en direction de la Kijun, mais ce qui nous intéresse à présent, c'est que les perspectives baissières sont tout de même toujours d'actualité. Souvenez-vous, en sortie de figure chartiste, cela nous donne toujours une projection de soda. Et voilà la beauté de combiner projection de soda et chartisme. Je retire tout ça pour que ce soit plus clair. C'était ma projection, tout simplement. On a tenté, on a donc dépassé la projection de soda, on est revenu dessus. Tant qu'on ne se hisse pas au-dessus de cette dernière, ni au-dessus de la Kijun, les perspectives sont toujours baissières pour le GBP-USD. On notera un nuage qui vient s'épaissir à ce niveau-là. Donc très bel exemple. Je suis, on va dire, malgré, même si je l'ai payé cher, je suis content d'avoir fait cette erreur. Ça m'a permis de l'aborder avec vous et ici d'aborder encore une fois comment allier projection de soda avec figure chartiste. Et donc sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Alors on a pas mal parlé, il y a eu pas mal d'aspects de formation aujourd'hui. Demain, je vous donne plus de détails sur la littérature concernant Ishimoku, mais plus largement concernant l'analyse technique, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous sont intéressés par cela, donc ce sera dès demain, donc pour vendredi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour tous les commentaires. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une agréable journée bien entendu, avec des températures qui vont pas tarder à remonter, hein, donc ça va faire du bien. Profitez-en. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker cette vidéo, ça nous encourage. Personnellement, ça me fait très plaisir et j'attends vos commentaires avec impatience. Excellente journée et à demain. Au revoir.